parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel de la série H.O. Le film d'aujourd'hui s'appelle Noroi the Curse. Il est sorti en 2005, le 20 août 2005. Je l'ai vu à la télévision en version sous-titrée, en version originale, sous-titrée anglaise. Oui, je ne l'ai pas trouvé en sous-titré français. Donc, si j'ai mes interprétations, des choses que j'ai moins bien comprises, n'hésitez pas à me le dire. Comprises. Oui, mais vous savez, c'est parce que moi, j'aime bien, vous savez, tout ce qui est écriture inclusive, féminisation des mots, tout ça. Donc, je me dis comprise, vous voyez, il y a prise dedans. Alors que comprite, quelque chose d'un peu vénère, d'un peu, voilà, quand on résiste, quoi. Parce que prise, ça c'est machiste, ça c'est la décadence, ça c'est le patriarcat, là, c'est la totale. Tandis que prite, il y a un petit côté, tiens, prends ça dans la gueule. Bref, j'arrête mon délire, ça commence mal aujourd'hui. Et on va donc attaquer Noroi the Curse, qui est donc réalisé par Koji Shiraishi. Alors, Koji Shiraishi, il s'est fait connaître avec ce film et son premier film qui s'appelait Jurai, si je dis pas de bêtises, mais j'ai juste vu Noroi the Curse, de sa filmographie. Mais juste pour vous donner un petit peu, parler de Koji Shiraishi, ça me permet de parler un petit peu des films d'horreur japonais. Alors, l'horreur japonais est assez particulier dans le sens où, là où dans le reste du monde, l'horreur est en général codifié pour être choquant, voire provoquer de l'angoisse, mais est rarement malsain, l'horreur japonais très développée, le cinéma d'horreur japonais qui marche très bien, a en général une part de malsain. Une part de gore très exagérée et une part de malsain. Pour vous donner juste deux exemples qui me passent par la tête là, on a Shinya Tsukamoto par exemple, avec les films comme Tetsuo, qui sont des trucs complètement fous. Bref, attention, âme sensible, ça va se tenir, hein, mais Tetsuo, c'est complètement fou, quoi, et ça joue beaucoup sur le... Bon, c'est une histoire assez dingue, sur le corps mécanique, je vous passe les détails, et on a du gore, et on a de l'horreur, enfin voilà, quoi, et du très très malsain dedans, bref, je vous laisse découvrir. Et sinon, on a aussi mon copain qui est beaucoup plus connu, Takashi Miike, avec des films assez fous et assez géniaux, comme Audition, enfin bon, il en a fait plein d'autres depuis, mais je vous conseille d'aller voir la filmographie de Ishi the Killer aussi, c'est complètement fou. C'est des adaptations de manga ou autres, mais il y a toujours quelque chose dans son travail, quelque chose aussi du gore et du malsain, voire du psychanalytique très fort. Je vous laisse découvrir son remake, comment dire, non officiel oh zut, le film de Pasolini, le théorème de Pasolini qui s'appelle Visitor Q. Le principe est simple, hein, c'est un mec, en général un bel homme, alors dans Pasolini c'est plutôt un bel homme, dans Visitor Q c'est plutôt un gars assez étrange, un jeune gars qui débarque dans une famille, et son arrivée fait éclater la famille, c'est-à-dire ça part dans tous les sens. Alors chez Pasolini ça avait une forme poético-artistique, donc c'était déjà un film assez étrange, mais à la limite je trouve que c'était encore accessible. Dans Visitor Q, on va dans tous les excès dont je viens de vous parler, c'est-à-dire on passe dans le gore, dans le très 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 malsain, et alors dans le psychanalytique freudien, dans tous les sens, hein, vous pouvez y aller. Donc voilà, âme sensible, s'abstenir, je répète, venez pas me dire ensuite qu'est-ce que t'es venu nous parler de choses aussi dégueulasses, un mec qui parle trop, je vous aurais prévenu. Bref, tout ça pour dire, le style des films d'horreur japonais est beaucoup dans l'excès et dans le malsain, mais en même temps, ils ont créé vraiment un style à eux de films d'horreur qui a beaucoup de succès au Japon, hein, qui marche vraiment bien, qui sont faits souvent avec peu de moyens. C'est des films qui ont rarement des gros budgets. Alors pour vous donner une échelle d'idée, 2 millions de dollars au Japon, ça peut être un gros budget. Pas forcément parce que en soi, hein, pour du cinéma en soi, il y a des films mainstream, des adaptations de manga notamment, qui ont eu énormément de succès au Japon, des adaptations live. Quand tu vois le film, au résultat, tu te dis genre non, genre par exemple Death Note, les films Death Note ont eu un énorme budget, paraît-il, et quand on voit le film au résultat, on a l'impression de voir un long téléfilm, donc je ne sais pas où est passé l'argent. Quoi qu'il en soit, ça arrive souvent au Japon d'avoir des films qui ont des très gros budgets, et dont ça ne transparaît pas dans le résultat final, voire très très peu. À la limite, dans Death Note, je caricature, parce que à l'époque, ils avaient réussi à faire des effets spéciaux qui permettaient j'ai oublié le nom. Les Shinigami, les spectres, grosso modo, qui sont dans l'histoire de Death Note. Si vous voulez connaître toute l'histoire de Death Note, j'ai fait un podcast sur toutes les adaptations live, je le mettrai dans les liens de cette vidéo, n'hésitez pas à l'écouter, vous aurez tous les détails, mais grosso modo, il y a des créatures en CGI qui sont les Shinigami, qui étaient pour le coup très réussis, certes pour des films plutôt de l'ordre du téléfilm, mais comment dire, c'était du... Je peux comprendre que le budget soit passé là-dedans. Tout ça pour dire...
malgré tout, la majorité du temps, tu sais pas trop où est passé le budget. En fait, les films coûtent vraiment très cher. Il faudrait que je creuse la question. Est-ce que c'est le fait de tourner particulièrement au Japon qui coûte cher? Est-ce que c'est les droits d'auteur? Est-ce que c'est les acteurs? Est-ce que c'est la technique? Est-ce que c'est la production qui prend beaucoup d'argent? Quoi qu'il en soit, c'est des films assez étonnants. C'est un cinéma qui coûte très cher pour le résultat final. C'est assez étonnant. C'est pour ça aussi que les films japonais restent assez confidentiels. Et notamment aussi, ils coûtent cher, mais il faut m'entendre. C'est pas le prix d'un blockbuster américain. Moi, je parle vraiment du coût vis-à-vis du résultat. Alors, Noroi the Curse, le film d'aujourd'hui, est plutôt un contre-exemple, puisque c'est un faux documentaire qui a coûté 2 millions de dollars, ce qui est un beau budget. Pour un faux documentaire, c'est plutôt classe, sachant que le film a pas mal de lieux différents, de décors différents, et d'effets spéciaux aussi relativement avancés pour un film de 2005, mais j'en parlerai plus en détail après. Bref, je voulais ouvrir cette petite parenthèse avec vous sur le cinéma d'horreur japonais parce qu'il est très particulier et que beaucoup de gens, par exemple, aiment beaucoup le cinéma d'horreur japonais, mais pas le cinéma d'horreur occidental. Le cinéma d'horreur japonais est excessif et donc permet une certaine forme de recul comique sur ce qu'il montre. Mais il a aussi dans cet excès, je trouve, une part de... transmet aussi de l'angoisse, on est face à quelque chose de tellement déraisonnable qu'on peut aussi perdre pied. Moi perso, c'est un cinéma qui me fout en général assez mal à l'aise. Paradoxalement. Alors j'en ai pas vu énormément, mais ceux que j'ai vus, je les ai trouvés très bons. Alors je sais qu'il y a The Ring, The Grudge et des films comme ça qui ont beaucoup plu, et qui sont effectivement très bons, il n'y a pas de problème. Mais perso, j'ai plus été marqué par le cinéma de Tsukamoto ou d'auteurs dont je vous parlais avant, donc Takashi Miike et d'autres, qui m'ont plus impressionné. Pardon, excusez-moi. Je vous rassure, c'est pas le Covid-19, c'est un petit rhume. Et oui, c'est la période. Hein. Tout ça pour dire... Enfin, je vous conseille quand même de vous écarter un petit peu de vos écouteurs, histoire de, on sait jamais, je m'en voudrais de vous transmettre quoi que ce soit de mortel, en vous parlant d'un film d'horreur. Ce serait dommage, quelque part. Alors, j'aurais pu faire une série de films sur la contamination, histoire de faire un petit peu le nutaclic, mais je vais peut-être le faire, tiens, c'est rigolo. Tiens. Si ça vous dit, vous me le dites dans les commentaires, je vais peut-être vous faire une petite série sur des films genre... l'Armée des Morts et ce genre de choses, parce que c'est des films, ça fait longtemps que je voulais vous en parler, donc ce serait pas plus mal en même temps. Bref, encore une digression, excusez-moi, tout ça pour dire... Oh là là, c'est désagréable, veuillez m'excuser. Tout ça pour dire, malgré que je sois au bord de la mort, je vais vous parler donc de Noroi the Curse aujourd'hui, qui est un film assez différent, assez étrange dans le style film d'horreur japonais. Notamment parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un film, c'est un faux documentaire. Alors, de la filmographie a priori de Koji Shiraishi que j'ai sous les yeux, il a essentiellement fait Noroi the Curse en faux documentaire. Je n'ai pas vu d'autres histoires là-dessus. Et après, on sent qu'il a eu des budgets peut-être plus sympathiques ou tout simplement, il s'est un peu plus lâché. Les films il a littéralement pondu quasiment un film par an depuis 2005, voire plus, hein. Donc ça aussi c'est un truc très répandu au Japon. Les réalisateurs produisent énormément de films quand ils font des films de genre Takashi Miike, si j'ai bien compris, ils réalisent quasiment 4 à 5 films par an, enfin ils ont un débit de travail complètement fou, et ce qui est assez drôle, oui c'est ce que j'ai oublié de dire avant, c'est que ce sont des films qui se rentabilisent sur le sol japonais. Il se trouve que les productions japonaises sont très généreuses, elles font énormément de films par an, elles saturent leur propre cinéma, ce qui fait que les films étrangers ont du mal à percer au Japon. Ça crée une sorte de protectionnisme, mine de rien, mais du coup aussi, c'est une industrie qui est relativement en bonne santé et qui arrive à rentabiliser sa production. Ce qui est assez étrange, hein, puisque, faut être clair, hein, quand on a des réalisateurs qui réalisent, je caricature, 4 ou 5 films par an, on a en moyenne... 4 daubes sur 5. Et quand je dis daubes, je suis gentil, c'est vraiment des films faits trop vite, tout simplement. Avec plein de clichés qui reviennent, les photographies qui se ressemblent de film en film, les monstres qui se ressemblent de film en film, les histoires qui se ressemblent de film en film, le jeu des acteurs qui se stéréotypisent énormément et qui fait beaucoup de téléfilms dans les films d'horreur japonais. Il y a vraiment un cliché de jeu. Ça a un peu sclérosé quand même le cinéma japonais. Mais visiblement, le public japonais apprécie. Et donc, c'est pas un cinéma qui est prêt de s'arrêter pour l'instant. Hein. En tout cas, j'ai pas entendu parler de crise du cinéma d'horreur japonais. Ça a l'air de bien marcher. Tout ça pour dire, pour revenir à mon copain Koji Shiraishi, a priori, Noroi the Curse, c'est son seul found footage, puisqu'il est dans le style found footage. Je vais vous expliquer un petit peu le pitch. Et c'est très intéressant à savoir parce que je trouve qu'il a été
particulièrement bon, notamment dans sa capacité à reprendre les codes du documentaire, et on va analyser ça tout de suite, tous ensemble. Alors du coup, on va schtroumpfer. Allez, il est temps de schtroumpfer, là, on va arrêter de perdre du temps, quand même. Deus minimi placet. Seuls les dieux décident. Masafumi Kobayashi est un journaliste spécialiste du paranormal qui fait notamment des documentaires à sensation en vidéo. Le film est donc le résultat de son enquête autour d'une créature qui s'appellerait le Kagutaba et d'un phénomène de possession dans un village japonais, qui trouverait sa source dans un ancien village japonais, maintenant immergé. Au travers de son enquête, on découvre que des gens disparaissent, des gens qui ont des pouvoirs en général extrasensoriels disparaissent, et qu'autour d'eux, tout le monde finit par un moment ou un autre par mourir. Et plus Masafumi Kobayashi s'enfonce dans l'histoire, plus les éléments étranges et dangereux ont l'air de se rapprocher de lui. Je veux pas trop spoiler l'histoire parce que je trouve que une des premières qualités de Neuroiseker, c'est d'avoir une narration très efficace, vraiment très efficace, notamment avec les éléments du documentaire. Alors, je vais faire comme d'habitude, on va procéder par étapes. On va commencer par les décors. Les décors de Neuroiseker sont typiquement ceux du documentaire, c'est-à-dire que ils ont réussi, à mon avis, à provoquer dans leur mise en scène un élément qui est souvent dans les films japonais, qui est ils tournent sur place. C'est-à-dire que vous allez rarement voir des films japonais tournés en studio, on reproduit rarement dans les films japonais un appartement en studio. On va dans un appartement et on filme dedans. Ça limite énormément le tournage, ça donne ce côté télévisuel. Dans certains films, c'est terrible parce que ça gâche énormément la photographie aussi, parce que ça a un certain type de lumière, un certain type de possibilité de lumière du jour ou de lumière artificielle. Donc on a souvent des photographies bleues ou jaunes très contrastées. Ça a tendance vraiment à anesthésier certaines mises en scène, c'est vraiment dommage. Mais on sent vraiment que ça fait partie de la culture cinématographique japonaise. Et bien là, dans Neuroiser Curse, je trouve qu'on en a une excellente utilisation. Il se trouve que le film est sorti en 2005. On arrivait tout doucement vers la HD, mais la HD n'était pas encore démocratisée, donc c'était tourné en cassette mini DV, c'est-à-dire que c'était dans la qualité qu'on appelait SD, qualité qui a été utilisée en général pour la télévision. On n'y arrive plus, voilà, c'est terminé. Je crois que je vais m'arrêter là. Télévision, c'est le dernier insulte que je vous aurais fait. Je suis désolé. Prenez bien soin de vous. Quelle indignité. Bon, j'arrête de déconner, mais tout ça pour dire, à la télévision, donc, dans les techniques télévisuelles japonaises, on avait donc, comme en Europe, hein, le format SD. Et le truc cool, c'est que le film joue complètement pour pouvoir brouiller l'image, jouer sur la photographie de manière plus contrastée, puisque quand on tourne en SD et qu'on bouge beaucoup, on est en caméra portée, l'image fait ce qu'on appelle du moirage, c'est-à-dire qu'on a des noirs qui vont en quelque sorte pixeliser, flouter les détails, ainsi de suite. Et le film va énormément jouer là-dessus. Je vous parlerai de la mise en scène avant, mais plus tard, pardon. Mais dans le documentaire, parce que si je vous en parlais avant, ce serait quand même balèze. Hein, pouvoir psychique maintenant activé. Tout ça pour dire, cette technique de moirage va permettre au film de grosso modo reprendre des décors qu'on voit dans plein de films japonais, souvent de manière pauvre, en leur donnant une densité simple, c'est-à-dire celle du documentaire, ésotérique. Donc ils vont bien sûr dans des maisons ou des maisons sales, des maisons où il n'y a pas de lumière, cassées, des vieilles baraques abandonnées, des vieux temples, des forêts. Donc on a tous les éléments grosso modo du film d'horreur japonais. Mais là où le film l'utilise bien, c'est que ces décors-là, grâce à la technique de filmage, prennent une nature qui est celle, entre guillemets, du found footage, faut me comprendre. Mais dans le found footage japonais, c'est une excellente utilisation parce que le film arrive à utiliser ça comme une vraie photographie pour son histoire. Le film ayant des grands contrastes entre des lumières très fortes artificielles et des éléments très sombres, et des moments de journée où, grosso modo, on va être confronté à l'obscurité. Je caricature, mais ça va être grosso modo comme ça pendant tout le film. Tout ça pour dire... Pardon. On a une utilisation des décors simples, avec des éléments simples qui vont venir crédibiliser l'histoire. Je vous passe les détails, je ne vous explique pas comment, mais on a un thème qui revient, qui est le thème du nœud entrelacé, que je vous laisse découvrir comment, et on va petit à petit, grâce à cet élément,
tout doucement basculer dans l'ésotérique et dans le fantastique. Comme l'utilisation à un moment donné des chiens, qui sont littéralement un décor du film, et vous allez voir pourquoi. Leur présence et leur non-présence parlent énormément du film, parlent énormément du contexte, et créent énormément de tension. Et ça, c'est vraiment une qualité du film. Vous savez, le documentaire, quand on tourne en documentaire, et je tiens à vous en parler à partir des décors ici, vous allez comprendre, à un moment donné, faire sens, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que on n'est pas face à des acteurs, les répliques ne sont pas forcément... Tous les gens qu'on filme n'ont pas forcément un flow qui ressemble à du cinéma classique, le cinéma mainstream étant celui que la plupart des gens vont voir, moi le premier, vous j'imagine aussi. Et tant mieux si vous allez voir des films d'auteur et que vous êtes des gens avec une grande connaissance et une grande culture, faut arrêter de vous la péter, déjà, et de regarder des choses un peu plus populaires. De grande gueule. Bref, tout ça pour dire... Non, calmez-vous, posez vos flingues, on s'écoute. Ave César, Rosé Rosam et Spiritus Rex. Ah non, parce que là, j'en ai marre. Tout ça pour dire, on a au final un... Comment dire, un... Quand on filme du documentaire, faire sens demande toujours de tordre un peu le réel au montage, dans ce qu'on a réussi à filmer et autres. Alors on a plusieurs éléments, et j'en parlerai dans la mise en scène après, mais liés essentiellement au décor, en général, c'est plus des effets de bien choisir les éléments qu'on filme et qu'on met en valeur dans le plan. Quand je parle des chiens, je suis clair, c'est vraiment une technique de documentaire connue d'utiliser un élément, évoquer un moment dans la narration, et insister dessus par sa répétition à l'image pour évoquer constamment sa présence. Et le film, une fois qu'il a évoqué l'importance des chiens dans la narration, va constamment le donner. Basculant à un moment donné vraiment vers la fiction, et j'expliquerai ça après sans trop spoiler, mais en l'utilisant comme ça, c'est vraiment une technique de documentaire, ça c'est pas une technique de fiction. Une accumulation de ce même détail qui va amener à le voir. Pareil pour ces fameux papiers entrelacés, là, le principe de l'entrelacement qu'on va retrouver. Il y aura aussi des cordes comme ça, et ainsi de suite, des câbles, et ainsi de suite, vous allez voir. Tout ça pour dire, ces éléments-là sont exactement ce qui se passe dans le documentaire en général. Après, je parlerai de la mise en scène un peu plus reportage sensationnaliste que le film utilise très très bien aussi, et qui est le style de l'auteur du personnage, donc du journaliste Masafumi Kobayashi, donc c'est cohérent, mais qui sont aussi des grosses ficelles qui permettent au film de continuer à basculer dans le film d'horreur tout en étant un documentaire sensationnaliste. Et c'est là où le film devient très malin, mais j'en parlerai après. Tout ça pour dire, au niveau du décor, déjà, ça m'a beaucoup plu, parce que j'ai eu l'impression d'être constamment au ras du sol, d'être face à des lieux japonais simples et réalistes, alors que le film va très loin dans son côté fantastique et ésotérique. Mais j'en parlerai après. Du Sprite, est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça? Je tiens à parler d'abord un petit peu du casting. Je connais pas forcément les acteurs, mais je trouve que le travail a été bien fait. Donc je vais en parler quand même un petit peu. Le fait est que la plupart du casting a trouvé, à mon sens, la plupart du casting a trouvé à un moment donné, je pense, un juste milieu entre être un personnage réaliste et servir les répliques cinématographiques du film. C'est très difficile, hein. Je viens de vous expliquer qu'en documentaire, en général, quand on tourne, on est, je caricature, emmerdé parce que, arrivé à un certain point, on est supposé faire réaliste, et les dialogues réalistes il y a des répétitions, il y a des lenteurs, il y a des espaces, il y a des moments où on dit quelque chose d'intéressant, mais on le dit pas de manière intéressante, il y a des gens qui ont du charisme, d'autres pas, donc c'est très complexe de mettre de l'intensité là-dedans. Et là, les acteurs, même si je regarde pas plus assez de films japonais, j'ai vraiment eu la sensation qu'ils étaient tous dans des clichés de jeu télévisuel japonais, mais que le film utilisait bien, notamment le basculement des personnages tout doucement vers une forme de folie, étant pour le coup très bien géré. Alors le personnage le personnage principal, Mayafumi, est joué par Jin Muraki, et je trouve que son jeu est simple et efficace. Il est finalement pas tant à l'écran que ça, il est essentiellement présent vers la fin en termes dramatiques, donc je trouve que il est impeccable, on sent vraiment le gars investi dans son truc, qui est sûr, qui apprécie vraiment ces sujets-là, qui essaye vraiment de faire quelque chose de bien, puisqu'on sent vraiment que très vite il veut aider les gens qui sont confrontés à cette possession et tout ça, et que ça fait partie un peu de son sacerdoce de filmeur. Donc c'est plutôt un réalisateur de documentaire reportage plutôt éthique, et je trouve que on arrive à y croire constamment à la valeur morale de Jin Muraki et de son personnage de Mayafumi.
Un des trucs qui me surprend, et qui est plutôt balèze, c'est que l'un des personnages principaux de l'histoire s'appelle Marika, c'est une jeune femme qui est très tôt et grosso modo possédée, et on comprend que sa vie commence à déraper à cause de ça, et elle est jouée par l'actrice Marika Matsumoto. Alors je ne sais pas du tout, j'ai pas l'impression que ce soit le cas, que dans le documentaire found footage, une des tartes à la crème, c'est que les personnages portent les noms des acteurs. C'est assez classique pour troubler comment dire, la frontière entre réalité et fiction, et on aime beaucoup jouer là-dessus, sur le fait, voilà, est-ce que c'est un documentaire, est-ce que c'est vrai, est-ce qui s'est passé, machin, bon. En tout cas, ça a été le style de beaucoup de found footage pendant un moment. Et le fait que Marika porte réellement le nom de Marika, et soit réellement une actrice qui fait réellement de la présentation d'émissions télé comme on voit dans le film, en tout cas à l'époque, c'est intéressant. Je trouve l'idée assez fun. Après, je sais pas si le reste du film va aussi loin. Il me semble pas. Il me semble qu'on est plus dans une distribution classique où les noms des personnages sont fictionnalisés. Et effectivement, ça a l'air d'être le cas. Visiblement, à part Jin Muraki qui joue donc le rôle du reporter, Masafumi Kobayashi, comment dire, et son certains personnages, notamment le Yunko Ishii, donc que je vous laisse découvrir qui c'est, je ne veux pas spoiler son rôle. Visiblement, la plupart des actrices, Maria Takagi ou Marika Matsumoto, jouent leur propre rôle, donc c'est vraiment leur nom. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais tout ça pour dire, c'est assez récurrent dans le found footage, et visiblement Noroi The Curse l'utilise aussi. Et je tiens à dire que Marika Matsumoto, je l'ai trouvée très bien dans le rôle, les passages de possession, elle les joue avec une certaine finesse. Là encore dans la mise en scène, on a des finesses intelligentes, du genre, elle explique, on la voit la première fois être grosso modo possédée, et elle dit qu'elle a des frissons dans la nuque, et évidemment, plus tard dans le film, c'est un détail qui revient, elle se touche la nuque, elle a l'air crispée. Mais je trouve que la plupart des acteurs le jouent bien, sans forcément en rajouter, ils arrivent à donner de la présence à l'esprit, à la possession qui a lieu, puisque je ne vous spoile rien, on comprend très vite dans le film qu'il s'agit de réelle possession. Alors jusqu'où ça va, je vous laisserai découvrir, mais ça c'est une vraie qualité dans le jeu, et Marika Matsumoto est très bien, je trouve, dans le rôle, elle joue très bien, et ça aide énormément le film, puisqu'elle est souvent à l'écran. Je voulais juste aussi pointer, mais là j'arrive pas à retrouver son nom malheureusement, l'acteur, il joue il joue un marginal, on comprend très très vite qu'il vit avec du papier aluminium sur son chapeau, chez lui il y a du papier aluminium sur tous les murs, ainsi de suite. Donc visiblement ça a l'air de l'aider à contrer les voix qu'il entend, et il en souffre énormément. Et j'ai trouvé l'acteur pour le coup très bien. Ryonosuke, son nom de famille, je vais vous le dire tout de suite. Ryonosuke Hirayama, qui je trouve joue très bien, et c'est son seul rôle, c'est le seul truc que je trouve sur lui sur IMDb. Si vous connaissez l'acteur et que vous me dites qu'il en a fait d'autres, je serais intéressé, parce que je trouve qu'il est bon. Il joue vraiment quelqu'un qui est un asocial, qui a des problèmes psychologiques forts, vous voyez, il a du mal à parler, il est tout le temps en train de bouger de manière bizarre, il s'étire, il y a toujours quelque chose qui a l'air de le gratter, et c'est un personnage qui devient très important dans la narration, et je le trouve pour le coup vraiment vraiment bien, efficace dans le rôle. J'ai réussi à y croire. Il y a des rares moments, c'est vrai, où je pense peut-être un peu le point faible. Il y a des petits moments où peut-être qu'il en rajoute un peu trop, je sais pas, c'est difficile à dire, mais moi perso j'ai trouvé le personnage assez cohérent, j'ai cru à sa démence et à sa manière de nous emmener en quelque sorte dans l'histoire, dans le côté étrange, inquiétant de l'histoire. Donc voilà, je voulais juste un petit point sur le casting à ce moment-là, puisqu'il est très efficace. Maintenant, je vais vous parler essentiellement de la mise en scène avant de parler du scénario, et là, on a pas mal de choses à dire. Moi, j'ai qu'un mot à dire, ça claque, ça claque, ça claque. Alors, il s'agit d'une mise en scène, encore une fois, Koji Shiraishi a trouvé, je trouve, un équilibre très intéressant entre documentaire et fiction. La difficulté, comme je le disais, quand on filme en documentaire, c'est d'arriver à faire du lien, de sens, alors que la vie, c'est un peu abrupt, c'est un manque un peu de lien. Donc on a différents effets du documentaire, notamment, surtout du reportage sensationnaliste à la base. Je vais d'abord vous parler de ça. Il y a les musiques ésotériques qui font films de peur, vous voyez, les trucs genre... et genre du truc comme ça, qui sont utilisés à plusieurs endroits, qui sont clairement des choix de montage du personnage de Masafumi, parce que c'est comme ça qu'il monte ses documentaires, et que c'est un documentaire sensationnaliste, donc il n'y a pas de raison, c'est cohérent.
Et on a déjà cet élément-là. Ensuite, on a les fameux textes hein, qui rajoutent de l'information, du genre on n'a pas retrouvé monsieur un tel, madame un tel, on a retrouvé madame un tel dans telle situation, machin, parfois en voix off, parfois dite directement. Et pour donner ces informations, ça aussi c'est un élément utilisé très fortement dans les reportages, et notamment dans les reportages sensationnalistes. On a différentes sources, donc on a des extraits d'une émission télé, ou une petite fille qui va devenir un des personnages récurrents de l'histoire, font des tests. Il y a une chaîne de télé qui fait des tests sur des enfants pour vérifier s'ils ont des pouvoirs psychiques, et donc on voit l'émission, elle est coupée, ainsi de suite. Ensuite, on a des éléments de journaux, on voit des gens dire, voilà, dans tel appartement, c'est passé telle catastrophe, mais j'allais dire fait divers, mais bon, c'est pas comme ça qu'ils le disent à la télé, il y a eu des morts, machin, blablabla, tel meurtre, blablabla. Et donc, on a cette nature-là, donc on a aussi des journaux, on a aussi des émissions télé du type talk show à la japonaise. Donc vous voyez, les talk shows à la japonaise, c'est souvent plusieurs présentateurs, ils sont 3-4, et ça parle beaucoup. Ça réagit beaucoup avec des grands gestes. Il y a tout ce côté code culturel japonais, mais d'animation. Vous savez, les fameux gestes, faire le V de la victoire, et plein de choses comme ça, qui sont très très visuels, qu'on demande essentiellement aux jeunes filles de faire d'ailleurs, et qui sont très physiques, ils se touchent, ils se mettent des coups dans la tête, machin. Il y a un côté comme ça très pseudo-familial, mais vraiment d'entertainment. On sait que c'est faux, mais c'est fait pour donner du rythme à l'image. Donc on a ça aussi, avec un passage où on voit notamment l'émission de Marika. Et on a ensuite aussi, comme dernier élément aussi qui est beaucoup joué, ce que je vais appeler les répétitions. Donc on a la répétition d'une même image, parce qu'en documentaire, tout simplement, on a rarement 15 images fortes. On en a 1-2 par tournage, surtout sur des reportages où on essaye essentiellement de faire du sensationnalisme. On a rarement 4, 5, 6 moments incroyables. C'est vraiment sur un documentaire, par exemple. Là, bon, en l'occurrence, ce serait un reportage long de 1h45, on peut en avoir un peu plus. Mais en moyenne, on a 1 ou 2 grands moments. Après, le reste du temps, c'est de la mise en scène, des musiques pour en rajouter, des effets d'images répétitives, comme je disais, pour rappeler le thème de l'histoire, un même élément fort, et souvent 1 ou 2 éléments forts qu'on revoit plusieurs fois, qu'on voit dans l'introduction, puis on va voir après. Vous savez, c'est pour vous donner un petit peu le style, c'est un peu, même si j'aime bien ce que fait Cache Investigation, ou ce que faisait, je sais pas s'ils ont droit encore, Élise Lucet avec Cache Investigation, que j'aime bien le fond de son travail, dans la forme, c'était très putassier. C'était, vous voyez le truc, on voit un député qui dit non, mais bien sûr, quand j'étais au gouvernement, le Premier ministre m'a dit que j'avais rien à foutre du sujet. Vous voyez, ça fait nous allons étudier aujourd'hui comment, machin, et vous savez, ce truc qui va revenir plusieurs fois pour marteler le message, le côté voilà, les politiciens se foutent de vous, mais on va aller plus loin que ça, machin, mais on va utiliser ces éléments forts, ces phrases fortes, comme un gimmick rythmique, pour rappeler le sujet, pour enfoncer le clou, pour faire monter le suspense jusqu'au moment où on dit « Ah, mais dans quel contexte il a dit ça, comment, pourquoi, machin, voilà. » Donc c'est clairement, quand je dis que c'est putassier, c'est que c'est une manière indirecte de forcer le trait sur le message, alors qu'un reportage, dans l'idée, ça devrait être quelque chose d'informatif d'abord. Alors et malheureusement, quand on arrive à ce point-là de manipulation, on fait de la manipulation au lieu de faire de l'information. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, encore une fois, le cinéma, l'audiovisuel est une manipulation, c'est très dur de trouver cet équilibre-là. Hein. C'est une petite parenthèse dans la parenthèse, mais vous comprenez l'idée. Et donc ça, c'est aussi utilisé. Et comme je le disais avant, il y a aussi un autre élément, c'est l'utilisation dans les reportages, mais ça, c'est aussi très documentaire, de prendre un élément, de le répéter plusieurs fois. Donc on a le fameux thème du nœud, on a certaines images chocs de possession qui vont revenir plusieurs fois dans le film, parce que c'est le cœur du film. On a les chiens qui vont devenir un thème à un moment donné et qui vont être répétés plusieurs fois. Les pigeons, et ainsi de suite. Bon, là, et l'intelligence de Koji Shiraishi, c'est de prendre ces éléments de documentaire et d'en faire des éléments de fiction en les faisant clairement intervenir directement dans la narration, le côté fantastique de l'histoire étant clairement présent. Je veux être clair. Le style found footage aide le film à être angoissant, à mettre de la tension, et c'est vrai que ça marche très bien, je pense vraiment que c'est une très belle utilisation, mais très vite, je veux dire, au bout d'une demi-heure de film, il est clair qu'on est face à une fiction. Il n'y a pas de...
c'est juste le style documentaire qui maintient l'attention, c'est pas du tout le fait qu'on puisse y croire. Je fais là une comparaison qui peut paraître un peu tirée par les cheveux parce que c'est un fan footage américain, mais dans The Blair Witch Project, il y a clairement, quand le film est sorti, on voyait tellement rien, je caricature, que il y avait un vrai doute. Les gens étaient en mode... il y avait certaines personnes qui étaient en panique, en mode où est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils vont bien, machin, blablabla. Internet était très peu développé à l'époque, donc autant vous dire qu'il y avait eu une vraie vague d'Américains qui étaient inquiets pendant un moment donné quand le film est sorti, sur ce qui était arrivé aux gens, est-ce qu'ils allaient bien, parce que le film ne laissait finalement transparaître de fantastique que très peu de choses, des bruits, quelques images, et une dernière image hyper énigmatique qui ne disait rien sur la conclusion. Je caricature à peine. Je vous ferai peut-être une critique de The Blair Witch Project. Dites-le moi dans les commentaires, ou si vous voulez, vous likez, et je comprendrai que vous avez envie de le faire. Tout ça pour dire, c'est là, dans No Rise the Curse, il n'y a pas de doute. Très vite, on comprend qu'on est face à une fiction. Mais il y a quand même, malgré tout, une excellente utilisation des éléments du documentaire. C'est, je trouve, globalement très réussi. On a ces différents éléments-là qui vont construire petit à petit, qui vont nous faire glisser vers la fiction, je caricature à peine. Et cette fiction va, petit à petit, prendre le pas sur le documentaire. Alors la question c'est comment ? Comment, à un moment donné, Koji Shiraishi a eu l'intelligence de faire basculer tout doucement les éléments du documentaire vers la fiction ? Et bien en fait c'est assez subtil, et c'est vers... à partir d'un moment, je vous passe les détails, le personnage de Marika se retrouve à vivre chez le reporter Masafumi Kobayashi, parce que chez elle, elle est angoissée, elle s'est passé un drame, et donc elle n'arrive plus à vivre chez elle, donc elle vit avec la compagne de Masafumi qui s'appelle Keiko. Et on voit à un moment donné, un moment de vie où Marika prépare à manger à Keiko, la femme de Kobayashi, en préparant tout un truc, et elle vit visiblement une forme de possession à ce moment-là. Et ce moment est filmé. Comme c'est pas clair dans le film du pourquoi Keiko... Est-ce que Keiko participe à la réalisation du film ou au filmage de l'histoire avec son mari Masafumi, c'est pas clair du tout. Bah, du coup, c'est assez gratuit. Pourquoi Keiko filmerait ? Est-ce qu'elle a des connaissances en filmage ? Est-ce qu'elle est clairement un personnage dans le film au bout d'un moment ? Mais il y a une différence entre être un personnage et commencer à filmer soi-même une partie de l'histoire pour aider son mari, machin, certes, pour être investi, mais elle est investie à quel niveau ? Pourquoi ? En fait, c'est assez gratuit et ça permet à la narration d'avancer, puisqu'à ce moment-là, on se rend compte que, clairement, chez Masafumi, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous spoil à peine, mais au début du film, on apprend que la maison de Masafumi a brûlé vive et qu'on ne l'a pas retrouvée. C'est ce qui lance grosso modo l'histoire. J'aurais dû dire ça dans le pitch ? Oui. Je fais des très mauvais pitchs ? Oui. Hashtag, aidez-moi. J'essaie de progresser. Hein ? J'aurais mieux la prochaine fois. Tout ça pour dire... là, le film bascule. Je pense franchement que Shiraishi en avait conscience parce que le reste du film est tourné comme un documentaire à l'épaule, caméra à l'épaule, pardon, avec un mouvement très sûr, avec des effets de balayage, et je vais vous en parler après encore des effets de balayage, mais tout ça pour dire, on est vraiment face à du reportage de base, d'investigation. On va toquer à des portes, on nous laisse entrer, pas entrer, on va chez les voisins qui nous expliquent des choses, on va chercher des infos chez des spécialistes, chez, je caricature, des gens spécialisés sur les démons, sur la possession, chez un mec qui fait des analyses de bande-son parce qu'on a eu des sons étranges, machin. Bref, on a vraiment tous les éléments du reportage d'investigation sensationnaliste. Et là, le film bascule vraiment quand Keiko filme quelque chose, parce que par définition, elle n'était pas partie prenante de la mise en scène jusque-là. Et au final, elle ne sera jamais, ce sera jamais vraiment expliqué. Et pour moi, c'est le moment où Koji Shiraishi admet, mais c'est même pas qu'il admet, il fait clairement basculer le documentaire vers la fiction. Et comme par hasard, à la fin du film, quand on retourne chez Masafumi pour la conclusion de l'histoire, de nouveau Masafumi se met à filmer, et dans la situation où il se retrouve, arrive à un certain point, il ne devrait plus tenir la caméra. Il tient la caméra, il devrait plus. C'est la conclusion, donc si le film a été emballé, on va pas s'en rendre compte et ça va pas déranger. Il y a que les crétins comme moi qui aiment le documentaire à fond, qui vont vous pointer ça. Mais c'est clairement pour moi un aveu à ce moment-là de Koji Shiraishi de dire c'est une fiction, et pour que ça marche, pour que la séquence marche, j'ai besoin que Masafumi tienne la caméra, je veux pas vous jouer, je veux pas vous frustrer, je veux vous donner aussi du spectacle, parce que oui, No Rise the Curse a plusieurs séquences clairement fantastiques, de spectacles et d'horreur, et qui sont
je trouve, importante pour la réussite du film, pour le côté flippant, angoissant du film. Parce que un des éléments, et c'est peut-être une critique indirecte faite au Blair Witch Project et à d'autres films de ce genre-là, de found footage, qui sont venus après Blair Witch aussi, c'est ce côté, comment dire, puisque c'est du documentaire ou du reportage, on va rien y mettre, on va jouer essentiellement sur le côté flippant, est-ce que c'est vrai, pas vrai. C'est intéressant comme démarche, mais souvent ça trahit un manque de moyens, et je pense un manque de générosité, parce qu'une fois qu'on est clairement passé dans l'histoire fantastique, autant y aller, mettre les pieds dedans, et Koji Shiraishi a eu cette intelligence-là, et ça réussit très bien au film, je trouve. Donc voilà, j'avais envie de vous parler un peu de cette qualité de mise en scène chez Koji Shiraishi. J'ai rarement vu, honnêtement, un faux documentaire aussi bien utiliser les codes du documentaire. Je tiens à utiliser un dernier élément qui est aussi un élément de fiction, évidemment, et comme je disais, ça arrive très tôt dans le film, donc c'est pas du tout caché. Koji Shiraishi ne joue pas du tout sur le fait qu'on puisse croire à ce faux documentaire, c'est les effets de balayage. Alors le balayage, c'est quoi? C'est en documentaire le fait de filmer quelque chose, d'y aller et d'y revenir. Vous voyez ce que je veux dire? On fait un panneau sur la droite et on y revient parce qu'on a raté quelque chose. Et dans les balayages, des choses se transforment. Donc la caméra va à droite, rebascule à gauche parce qu'il se passe quelque chose, et on a clairement vu quelque chose à droite, elle y retourne, et ça n'est plus là. Et évidemment, le film joue après sur le fait que Masafumi regarde ses rushs avec son ingénieur, enfin son monteur et tout ça. Et donc, on voit l'image telle qu'il a réussi à la choper. Donc, c'est-à-dire que le film joue pas du tout sur le truc, la caméra, les pouvoirs de la créature ont changé l'image. J'avais cru voir autre chose, mais c'était pas là, blablabla. Non, heureusement, le film n'a pas cette écuelle-là des films d'horreur où il y a une caméra utilisée qui est souvent possédée. Et je trouve que c'est une qualité de The Curse, ça rend le film beaucoup plus terrifiant parce qu'on sent que le démon, la possession a des codes et pourrait être contrecarré, mais il ne le sera pas parce qu'elle a quelque part, elle est dans une sorte de toute puissance. Et ça, c'est, je trouve, une vraie qualité aussi de Noroi The Curse. Donc encore un élément de documentaire, de tournage de reportage aussi, cette caméra portée, ces effets de balayage, ça disparaît, c'est apparu, on y revient, ça a disparu, et ça marche très bien dans Noroi The Curse, ça rend vraiment le film angoissant, surtout que ça joue évidemment sur des éléments de créatures, de monstres ou d'imagerie très efficace, et c'est utilisé aussi avec la caméra de nuit à un moment donné, l'effet caméra de nuit, vous verrez comment, bref, plein d'éléments qui sont vraiment des codes de reportage sensationnaliste et de documentaire en général, et qui sont très bien utilisés dans The Curse pour basculer vers une fiction de peur, et pour aller faire basculer le film vers l'angoisse, avec une grande efficacité. Donc voilà, j'en ai fini sur la mise en scène, mais j'insiste, c'est Az l'épouvantail d'ailleurs, tiens oui effectivement, il faut que je le dise. Si ça vous intéresse, Az l'épouvantail est un youtubeur qui fait notamment des vidéos qui s'appellent Les Critiques Glauques, où il parle essentiellement de films d'horreur, c'est son kiff, et il regarde des trucs assez limites, il va vraiment à donf, il n'y a pas de problème. Lui il a pas peur, hein. Pour vous donner une échelle d'idée, moi j'ai regardé ses reviews sur les films The Human Centipede, mais il est hors de question que je mate ces films là. C'est-à-dire que on a tous nos limites, on a tous nos limites psychologiques, et il se trouve que moi, le principe même de The Human Centipede, attention, alors là je suis en train de vous parler d'un film, selon moi, âme sensible, non mais là c'est même pas s'abstenir, n'y allez pas. N'y allez pas, ne regardez même pas, n'allez même pas chercher sur Google ce que c'est. Je sais que quand je dis ça, les 3/4 d'entre vous, vous allez y aller, si vous connaissez pas, mais juste non. Vraiment, on est dans le truc, ne faites pas ça. Rien que l'idée, moi, elle m'a choqué, pour vous donner une échelle d'idée. Et j'ai jamais osé regarder parce que je me suis dit, c'est bon, j'aime le cinéma et tout, mais je suis pas non plus maso, j'ai pas besoin de me faire des blessures psychologiques au cinéma. Alors allez, je fais ma petite parenthèse tapette, mais à tous ceux qui sont derrière en train de m'écouter en mode oui, non mais franchement un film c'est un film, une œuvre c'est une œuvre, faut arrêter, je vous affirme avec certitude que les mots et les idées font beaucoup plus mal que les gestes. On peut vous faire très très mal, on peut vous torturer physiquement et faire des trucs horribles, on est bien d'accord, hein. L'être humain a inventé des machines de torture absolument exceptionnelles, hein, je vous parle même pas, imaginons... Si vous voulez aller voir des trucs bien gore que l'humanité a fait, je vous conseille de lire le manga Gen d'Hiroshima, qui dans ses 3 premiers tomes revient avec détail sur l'après-explosion de bombes, je crois notamment à Nagasaki. Et je peux vous dire que c'est un manga qui est dessiné dans un style très enfantin, et pourtant c'est dégueulasse. C'est horrible. Et je pèse mes mots. Donc là, vous voyez un petit peu les effets. Par exemple, vous voulez torturer un peuple entier, vous lui foutez une bombe nucléaire sur la gueule.
et vous faites en sorte qu'elle rase pas tout, qu'elle laisse bien des gens vivants. Voilà, donc l'humanité pour torturer, on est bon, c'est ça que je veux dire, on est les meilleurs. Mais tout ça pour dire, là, ça n'ira jamais aussi loin que la torture psychologique qu'on peut vous faire. Oui, je suis en train de vous dire que le cinéma peut faire plus mal qu'une bombe atomique. Non, je caricature, mais vous comprenez l'idée, ça peut faire très très mal. Et donc, ben j'ai mes limites, comme tout le monde, et The Human Centipede en fait partie. Et grâce à Az l'épouvantail, qui en a fait une des critiques de la trilogie très intéressante, j'ai pu savoir ce que racontaient ces films, avoir un point de vue intéressant sur le sujet. Bref, je vous conseille d'aller voir notamment ses vidéos, c'est très intéressant sur le cinéma genre en général, il fait notamment des séries aussi sur les monstres de cinéma genre, c'est très intéressant. Sa chaîne, ses vidéos s'appellent Les Critiques Glauques, et il s'appelle Az l'épouvantail, A2Z l'épouvantail. Et c'est lui qui, sur Twitter, a notamment parlé de son film préféré de found footage, qui était donc Noroi The Curse, et c'est grâce à lui que je l'ai découvert. Merci beaucoup, grand maître. Je ferme la parenthèse. Et donc on va passer maintenant, je crois que j'ai fini sur la mise en scène, oui, je crois que j'ai parlé un peu de tous les effets de reportage documentaire. On va passer au scénario. Une lame dans une gorge d'enfant, ça s'enfonce comme dans du beurre. Toi, tu me ranges ce couteau et tu fermes ta gueule. Alors, encore une fois, le scénario de Noroi The Curse, c'est simple. Et c'est ça qui est souvent simple, faut m'entendre. C'est une vraie enquête de reportage sensationnaliste. Pour vous donner un petit peu le développement sans trop spoiler, Masafumi Kobayashi commence donc à faire des recherches sur, si je dis pas de bêtises, une voisine, une dame qui l'appelle pour le dire depuis que une certaine voisine s'est installée à côté de chez moi, j'entends des bébés pleurer la nuit, je suis assez inquiet, machin, blabla. Et donc Masafumi va voir cette personne, finit par aller voir la fameuse voisine, et cette voisine l'envoie bouler un peu en mode mais vous prenez pour qui, pourquoi vous voulez me parler, machin, blabla, comment vous vous adressez à moi, elle ferme la porte, et à travers la fenêtre, il voit un petit garçon. Et en cherchant un peu des éléments sur ce qui aurait pu déclencher ces cris d'enfant, ils font notamment un enregistrement de la nuit chez cette fameuse voisine, et ils entendent un fameux terme, kagutaba, en faisant analyser la bande son chez un technicien. Donc vous voyez, on est déjà passé par plusieurs éléments. On a eu un premier effet de reportage, on va chez la voisine, qui nous dit d'aller chez le gars d'à côté, donc ça alimente une narration, ça alimente un mystère. On a ce fameux moment flippant où la personne nous envoie bouler, on voit ce gamin étrange pâle à travers la fenêtre, là, et ensuite on a cet enregistrement de nuit. Donc tout ça, c'est vraiment des éléments de reportage qui font avancer la narration de manière logique. J'incite, c'est difficile à écrire, souvent en fiction, de respecter les éléments du reportage parce qu'on a envie d'aller plus vite, on veut faire un peu des glissements comme en fiction. Oh, je vais aller à la cave. Pourquoi ? Bah parce que je dois chercher, je sais plus, je vais aller à la cave. Vous voyez, je caricature, mais c'est ces grandes tartes à la crème qui font avancer un peu les films d'horreur de manière un petit peu facile et très caricaturale. Là, vraiment, on sent que Koji Shiraishi et son co-scénariste Nayuki Kota, ils ont vraiment essayé de respecter ce qui fait avancer un reportage sensationnaliste. Et donc, on y va étape par étape. Et donc, ils enregistrent cette bande-son, on voit le technicien travailler sur sa bande-son, machin, et leur faire écouter ce truc. Ah, qu'est-ce que c'est le kagutaba, machin. Et donc, il va chercher des éléments, il va rencontrer un mec spécialisé sur des éléments comme ça, qui lui dit, oui, ça se passe plutôt dans tel village. Donc, il dit, ah, bah, je vais aller voir dans tel village comment ça se passe. En même temps, il retourne voir la voisine, qui lui dit, écoutez, ouais, depuis qu'elle est partie, ça va beaucoup mieux, machin. Donc, il dit, ok, là, j'ai réglé un truc, il s'en va. Vous voyez, c'est vraiment étape par étape comment Masafumi Kobayashi a été confronté à cette enquête, et on sent que c'est des éléments de documentaire, de reportage, hein, et de reportage sensationnaliste, de mettre en place une angoisse, mettre en place une inquiétude, tout en étant quasi transparent sur comment ça s'est déroulé, alors qu'évidemment un reportage c'est fait aussi pour être dynamique, donc il y a des choses clairement qui sont enlevé de l'histoire, et on le sait. Mais ça passe très très bien, et là le film arrive à le dynamiser constamment, utilise parfaitement les ressorts du reportage pour raconter une histoire qui avance vraiment étape par étape de manière très efficace. Et au moment où grosso modo on arrive un peu à une impasse, il retourne voir la voisine qui lui dit bon bah ma voisine qui s'appelait Ishii Yunko, elle est partie, donc ça va beaucoup mieux machin. Bon, on a un élément d'une émission, de cette fameuse émission télé à laquelle a participé Marika, où elle a eu, ils sont allés avec deux hurluberlus sur un site soi-disant maudit, et où elle a eu visiblement un moment de possession, un moment d'angoisse. Alors on voit d'abord ça, on rencontre Marika qui explique que depuis elle fait des mauvaises nuits, elle est inquiète, machin, elle a des impressions bizarres, donc ils mettent une caméra chez elle, et là on découvre qu'elle se lève la nuit pour faire ces fameux nœuds étranges, puis
le Masafumi a contacté la chaîne de télé qui lui a permis de récupérer les rushs de la fameuse émission où Marika a été possédée, et le producteur lui dit j'ai pas osé montrer à Marika, mais il y a une partie aussi du rush que j'ai enlevé exprès, que je ne l'ai pas montré. Là on découvre une autre partie du rush. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une enquête qui avance petit à petit et qui est très efficace. J'insiste, c'est difficile d'écrire en fiction du faux reportage de manière aussi vraisemblable. C'est vraiment une des grandes qualités de Noroi Zucker, c'est d'avoir senti à un moment donné qu'il devait respecter les codes du documentaire et du reportage pour aller pour en prendre toute sa tension, tout son suspense. Et c'est très réussi. Ce qui fait que quand les effets fantastiques arrivent, ça aussi c'est bien dosé. C'est juste pour dire, je suis pas là pour vous raconter un énième reportage où on voit rien, et on va, comme ça arrive souvent à la télé, dans les reportages pseudo-ésotériques, où on voit rien et on dit « Ah, vous entendez, si on écoute bien au fond, on entend un truc, mais c'est indistinct, machin. » Ou alors on voit rien du tout, mais là ils sont en mode « Oh, dans l'ambiance, la maison, il y a vraiment une ambiance étrange. » Vous voyez, on a ce présentateur qui en rajoute parce qu'il y en a pas, parce qu'il y a rien du tout, tout simplement, et que c'est pas grave. Mais la vie, parfois, c'est décevant. Et c'est rarement assumé dans ces reportages-là. Et là, en l'occurrence, le film a l'intelligence de dire non, je suis un film de peur, je suis un film d'horreur, et je vais pas commencer à faire demi-tour. Quand c'est le moment que ça arrive, ça arrive. Et ça permet au reportage de continuer d'avancer. C'est-à-dire que les réactions de Masafumi vis-à-vis de l'histoire sont constamment relativement cohérentes. Le seul moment où je pense le film bascule un peu, c'est quand, comme je voulais spoiler un peu, c'est le moment, grosso modo, où il amène Marika chez elle, chez lui, chez sa femme et tout, et on n'a pas tant de réaction de sa femme, on n'a pas... Pour sa femme, c'est évident. Visiblement, il a été confronté vraiment à des éléments de fantastique déjà relativement impressionnants et à des morts et ainsi de suite, donc ça va très vite. Et il l'emmène quand même chez elle, chez lui. Je sais pas. Moi, perso, j'aurais été vraiment en mode je te trouve un endroit où aller qui est pas chez moi. Ça m'aurait paru plus cohérent. Mais c'est peut-être le seul moment où je me suis dit bon, allez, admettons que sa femme participe au truc, elle tourne aussi, donc... Visiblement, elle fait partie de l'aventure et elle aide son mari quand elle peut. C'est pas assez explicite, ça, je trouve, dans le film. Mais à la limite, admettons. Mais ça, mis à part, le scénario est vraiment un prototype d'excellente utilisation d'éléments documentaires du reportage dans un film d'horreur. Et ça fait quel effet, je l'ai pas assez dit, on se chie dessus doucement. Que les choses soient claires. Franchement, le film est bien flippant. Alors de là à dire que j'étais aussi choqué que j'ai pu l'être par d'autres films found footage, non. Je m'ai peut-être pris de la bouteille, tout simplement. J'ai maté le film aussi en 2 parties, je vous passe les détails, ça a été un petit peu le bordel. Je me le suis maté 2 jours aussi, je suis pas du genre à en rajouter pour me faire peur, moi perso. Il faut que je dorme, hein, j'ai une gamine, donc il faut que je m'occupe. Non, je suis un peu une tapette là-dessus, je vous l'ai déjà dit. Je suis très sensible et je fonctionne très bien dans les films de peur, donc je l'ai maté en 2 parties, machin. Mais j'ai trouvé la tension globale très réussie, et je pense que c'est un des meilleurs found footage que j'ai vu, ça, il n'y a aucun doute. Peut-être même le meilleur en termes d'utilisation des codes du reportage. Encore une fois, merci, maître Az l'épouvantail. Je crois que j'ai dit un peu tout, je vais passer à la conclusion du coup, mais vous me sentez venir. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Noroi Zucker, c'est un excellent found footage. Je n'ai pas vu d'autres films de Koji Shiraishi, mais du coup ça me rend curieux. Je pense que je vais en regarder d'autres, genre Jurai, notamment son premier film, et peut-être d'autres, pour voir un peu ce que ça donne. Parce que je trouve vraiment qu'il a trouvé un dosage là, assez impressionnant. Alors, visiblement, après, il a essentiellement fait des films d'horreur, on va dire, plus classiques. On a, par exemple, notamment un de ces films qui s'appelle Sadako versus Kayako. Sadako, c'était le monstre, je dis pas de bêtises, dans The Ring, et Kayako, je crois que c'est la créature dans The Grudge. Alors, franchement, je sais plus, mais c'est 2 monstres de films de peur de début des années 2000 aux États-Unis, au Japon, qui ont fait énormément de succès international. Et donc voilà, il a fait un film où il les confond tous les deux. Ça sent quand même le nanar, hein, que les choses soient claires. J'ai pas l'impression qu'il y ait que du bon dans sa filmographie. Et encore une fois, il fait partie de ces réalisateurs qui font 2, 3 films, 4 films par an. Donc voilà, hein, il doit y avoir du à boire et à manger. Mais en l'occurrence, je serais curieux de voir d'autres films pour vous en parler, éventuellement faire des petits retours tweets ou autres à l'occasion. Mais tout ça pour dire, Noroi Zucker, si vous aimez vous faire peur et que ça monte en tension, et voir un bon found footage réussi, eh ben dis donc, matez Noroi Zucker, c'est vraiment très bon. Hein. J'ai quelques bémoms vraiment légers. Oui, je suis obligé de le dire, je l'ai pas dit avant. Mais autant le mettre dans cette conclusion. Je sais que beaucoup de gens ont du mal avec les acteurs japonais. Ce film va pas vous réconcilier avec le style.
c'est la manière de jouer japonaise, c'est ce côté très respectueux, où on montre très très peu, et puis d'un seul coup, quand ça devient un peu fou, bon bah ça éclate. Il n'y a pas vraiment de mesure à cet endroit-là, c'est le style de jeu des acteurs japonais. Je trouve que ça marche très bien dans No Roy the Curse, mais je regarde des films japonais, j'apprécie ce cinéma-là, donc il est possible aussi que mon œil se soit travaillé petit à petit à leur manière de jouer et d'interpréter. Petite parenthèse, je vous renvoie aux excellentes vidéos de Hugo Amizet, qui fait notamment sur sa chaîne Parlons VF, où il a parlé dans une de ses vidéos, je ne sais plus laquelle, je vais essayer de la retrouver, on la met dans les liens, de la perception du jeu, qui est quelque chose de culturel, et il a notamment évoqué le cinéma pornographique japonais. Oui, je déconne pas, c'est vrai. Donc je vous mettrai la vidéo dans les liens, mais son explication est très intéressante. Discutable mais très intéressante. C'est un autre sujet, je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire, c'est un excellent film de peur, un film d'horreur vraiment flippant et qui est généreux aussi dans ses effets, pas très gore mais vraiment qui joue sur l'angoisse, et c'est une histoire assez terrible sur le fond. C'est vrai que j'ai pas parlé beaucoup du fond du film, j'ai essentiellement parlé de la forme, mais le fond aussi c'est vraiment une histoire de possession et de malédiction, dans ce qu'elle a de plus, on va dire, aride et sèche. Au final, moralement c'est un film... personne n'est sauvé et tout le monde méritait d'être puni sans forcément de bonnes raisons. Et ça, je trouve que c'est une des grandes qualités du film. Ça rend ce film assez désagréable, assez sans issue. Mais si vous avez si vous avez vu le film et que vous avez un autre point de vue sur le fond du film, sur ce le film a à dire, sur le propos du film, je serais très curieux. Moi, je pense que il y a que deux éléments. Hein. Grosso modo, ça discute un peu de la perte des traditions. Il y a ce discours-là, la perte des traditions qui mène à des catastrophes. Et ça, je trouve ça aussi intéressant. Il y a un grand attachement dans la culture japonaise à cette perte des traditions. Et au milieu des années 2000, il y avait beaucoup de films là-dessus qui revenaient sur le fait que, à force de détacher de nos traditions, de plus en plus nous occidentaliser en termes de mode de vie, de tous nous regrouper dans les mégalopoles, on a perdu un lien avec des choses essentielles qui vont nous coûter cher plus tard. Et je trouve ce discours très intéressant. C'est un discours qui a commencé dès les années 90 avec ce que j'ai appelé les auteurs de l'apocalypse à la japonaise, comme pas Akira Toriyama, pardon, l'auteur Katsuhiro Otomo notamment, et d'autres, hein, je vais pas tous revenir dessus, Mamoru Oshii, des réalisateurs extraordinaires dont je vous parlerai forcément à l'occasion prochainement, notamment parce que je vais bientôt vous faire une petite critique de Ghost in the Shell, de la série des films Ghost in the Shell, et je vous dis ça va être vénère, hein, ça va être un podcast d'au moins 2 heures, là je connais trop de choses là-dessus, j'ai trop de choses à dire, donc ça va être bien vénère, à moins que je fasse un podcast par film, enfin je vais peut-être me calmer, on verra, mais posez vos flingues, vous savez que je suis généreux et que je parle trop de toute façon, c'est pour ça que vous m'aimez. Je vous aime aussi. Hashtag, il faudra qu'on se donne tous rendez-vous et qu'on fasse l'amour. Il y en a marre de ce confinement. Tout ça pour dire que Koji Shiraishi a fait de l'excellent travail. No Roy the Curse, c'est vraiment un film si vous voulez vous faire flipper. Ah oui, je parlais du fond. Donc oui, dans le fond, il y a ce discours-là sur la perte des traditions, et il y a aussi en parallèle ce discours sur notre désir. C'est la forme des films sensationnalistes, hein, c'est le discours classique des found footage, ou des films d'horreur en général. On va chercher des choses parce qu'on veut s'exciter, on est curieux, machin, blabla. C'est pas tout à fait le cas, puisque Masafumi Kobayashi veut vraiment rendre service aux gens, mais c'est le discours parallèle, c'est-à-dire où on a les gens qui font des reportages sensationnalistes et qui méritent d'être punis parce qu'ils font ça juste par voyeurisme, où on a ceux qui veulent changer les choses, essayer d'aider les gens, et qui en fait se confrontent tout simplement à des puissances qui les dépassent complètement, et c'est plutôt ça. Donc dans le fond, on comprend un petit peu, c'est ce truc de savoir où on est, de pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, et le sensationnalisme. Malgré tout, les reportages de Masafumi Kobayashi étaient sensationnalistes, et donc quelque part ils mériteraient d'être punis. Donc voilà, il y a un petit peu ces discours-là sur le fond, mais je trouve pas que ce soit forcément le fond le plus intéressant dans The Curse, c'est plutôt ce côté sans issue et cette angoisse que le film arrive à cerner et à très bien cerner. Donc je vous le conseille si vous aimez vous faire peur. Ah, c'est clair que c'est pas un film familial là, oubliez, hein. Là c'est le confinement, les parents, célibataires, tous ceux qui m'écoutent, là vous regardez ça le soir tranquille, vous allez vous faire un bon petit flip à mon avis, et ça me fait plaisir de vous faire découvrir ce film si vous ne le connaissiez pas. Merci beaucoup pour votre écoute, n'hésitez pas à tweeter, Instagrammer, Facebook et la totale. En ce moment, je fais des stories sur Instagram, sur Facebook, où je vous donne des conseils à regarder pendant la quarantaine, donc n'hésitez pas à venir voir, à liker aussi, à partager, à me dire ce que vous en pensez, à me proposer d'autres choses que je pourrais regarder et proposer à d'autres. Ça me fera vastement plaisir, et c'est vos commentaires, vos points de vue qui m'intéressent, donc n'hésitez pas à m'en parler, ça m'intéresse énormément, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, ciao ciao.